Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Alors, dans nos vidéos, on traite souvent de tel ou tel sujet. Par exemple, pour les assemblées des collectivités territoriales, on va parler de la tenue des séances, de l'information des conseillers, les règles de publicité des actes, etc. Là, j'ai voulu traiter de 2 ans de jurisprudence, voilà, pour des gens qui connaissent bien, mais qui ont pu louper telle ou telle jurisprudence récente. Je me suis dit, allez, on va prendre les jurisprudences des principales des 2 dernières années, donc de l'été 2022 à l'été 2024, au moment où j'enregistre cette vidéo. Et puis on passe tout ceci en revue, un peu en vrac, façon rattrapage ou cahier de vacances. Alors, bon, le Conseil d'État, par exemple, nous a dit en 2022 qu'une démission adressée par courriel à tout le conseil municipal, sauf au maire, ne valait pas de démission, bien sûr. Est-ce que des indemnités illégales de fonction sont à rembourser ensuite? Oula, compliqué. En gros, si la délibération indemnitaire a été attaquée, eh bien, on aura à rembourser si, in fine, il y a annulation. Sauf si on a eu la prudence de prendre une nouvelle délibération pour purger les vices, au moins pour limiter le risque. Si en revanche, c'est au bout de quelques années que, je sais pas, contrôle CRC, on se dit, tiens, non, il y a une erreur de calcul, les élus ont trop de sous, eh bien là, on ne rembourse que les 4 derniers mois, jurisprudence Ternon, sauf fraude ou infraction pénale et encore dans certains cas. Quelques décisions intéressantes sur les bulletins de vote. Vous savez que quand j'ai un bulletin de vote pour élire mon maire, par exemple, eh bien, je vais avoir un problème. Si certains écrivent à la main le bulletin de vote alors que d'autres ont des préimprimés, il n'y a plus de secret du vote. Ça avait été jugé par le Théâtre d'Orléans pour une commune de Lorraine. Mais oui, mais pas automatiquement, pas à chaque fois, nous les conseils d'État en 2022. On a même une certaine souplesse. Le Théâtre de la Guadeloupe, le 6 juin 2024, voire à l'écran, a admis qu'un bulletin de vote avec marqué Guy, mais il n'y avait qu'un seul Guy, son genre n'était pas quelqu'un s'appelant Guy, point d'exclamation, ça désignait bien un des 2 candidats, dont le prénom était Guy, et 2, le point d'exclamation, ne rendait pas le bulletin nul, nous a dit le Théâtre de la Guadeloupe. Un adjoint au maire est élu. Très bien, mais trop tôt, le poste n'est pas encore vacant. Est-ce que le conseil municipal peut s'en rendre compte et régulariser lui-même par une nouvelle élection? Non, nous dit le Théâtre de Montreuil dans une affaire au demeurant assez croquignolesque. Est-ce qu'un règlement intérieur de conseil municipal peut interdire que les oppositions se refilent entre elles des signes, des espaces pour les tribunes de l'opposition dans les bulletins municipaux? Oui, un règlement intérieur peut l'interdire, nous dit le Théâtre de Versailles. Contentieux électoral, vous savez que quand on va lire les maires, adjoints au maire, etc., on applique le délai de contentieux électoral, classique. Faute d'inscription immédiate au PV, on appliquera les délais classiques, 5 jours, 15 jours selon le cas, Conseil d'État 2023. Je vous ai mis ici les jurisprudences classiques qui rappellent que non, on ne va pas mettre au fronton de la mairie un appel, par exemple, à soutenir les grévistes en matière de retraite ou que sais-je encore, ni fermer ses services pour soutenir un mouvement de grève. Dans cet ensemble qui sont que des censures, il y a un tout petit détail qui était une absence de censure pour le Théâtre de Pau, mais c'est parce qu'on avait tellement tardé qu'il y avait plus urgence qu'il y avait un problème de recevabilité de l'action du préfet, on va le dire comme ça. Le Conseil d'État accepte d'être assez souple sur les convocations au conseil municipal par voie dématérialisée, notamment au stade des installations initiales, ce qui est très utile. Donc là, n'hésitez pas à mettre sur pause, je vous ai mis un extrait du résumé que j'avais fait de cette décision, ici, là, et là encore, voilà. Autre jurisprudence, c'est bien au maire et non au conseil municipal qu'il incombe de désigner le correspondant défense. C'est bien pouvoir propre du maire. Du coup, c'est la même chose pour le correspondant incendie et secours de la loi sécurité civile, de la loi Matras, à l'évidence. Qui de l'exécutif ou de l'organe délibérant a compétence pour fixer l'identité visuelle de la collectivité? Là par contre, c'est une compétence de l'organe délibérant, nous dit le Théâtre de la Martinique. Bon, alors il y a plein de jurisprudences, on a souvent parlé, sur les retraites de délégation de fonction, qui doivent vraiment avoir un lien avec la vie municipale. Ok. Là par exemple, si un adjoint au maire attaque un permis de construire de la commune, évidemment que ça fâche le maire, mais il le fait discrètement dans son coin, il en parle à personne, voilà, le maire peut pas retirer la délégation de fonction. Alors que s'il avait eu l'intelligence, le maire, de transformer ça en conflit ouvert qui se dégrade, politiquement c'est pas très bon, mais c'est juridiquement, par contre, ça sécurise la possibilité de transformer ceci ensuite en retrait de délégation. Plus surprenante fut la décision du Conseil constitutionnel disant que, oui, non, c'est complètement inconstitutionnel de ne pouvoir frapper au portefeuille des élus pour absentéisme que à partir du seuil de 50 000 habitants, seuil communal ou intercommunal. Donc même en dessous de ce seuil, là, ça y est, dès maintenant, vous pouvez, par délibération, prévoir d'aller
ponctionner jusqu'à 50% pour absentéisme pour les élus. Attention, les réunions d'absentéisme en question sont bien limitativement prévues par ce texte. Surprenante aussi, surprenante, logique, mais surprenante la décision du Conseil d'État du 23 mai 2024. Après une démission ou un décès, à partir de 1000 habitants, on va chercher les suivants de liste. Hein, donc on descend dans la liste. Bien. Eh ben oui, parfois il faut remonter. Ah bon, pourquoi? Bah oui, parce que si on n'a pas été, une fois il y a eu un décès ou une démission, et on n'a pas pris le suivant de liste ensuite, de même sexe, parce que cette personne était en situation d'incompatibilité et qu'on a cru que ça voulait dire qu'il fallait ne pas aller la chercher. Alors que non, il faut aller la chercher et qu'elle-même ensuite choisit entre les fonctions et le mandat incompatibles. Bon. Bah, si à tort, on est descendu un cran encore en dessus, bah, à la démission suivante ou au décès suivant, il faudra remonter, entre guillemets, repêcher cette personne. Organes délibérants locaux, est-ce qu'on peut, lors de la séance d'installation, élire le maire et pas les adjoints au maire, le président et pas les vice-présidents? Alors, non, normalement, on est censé les élire ensemble. Mais si on n'a fait que l'élection de la tête de l'exécutif et que les autres, eh ben, on les fait à une autre séance, bah, c'est pas bien, la décision consistant à le faire est peut-être illégale et attaquable, mais ça ne vicie pas l'illégalité de la désignation du maire ou du président en question. On a parlé d'indemnité de fonction tout à l'heure. Attention, je vous mets quand même là une décision de la Cour de cassation criminelle qui nous dit bien que ne pas respecter le plafond des indemnités de fonction, c'est prendre le risque d'une concussion tout de même. Attention, une infraction. Une infraction, c'est méchante en fait. Hein. Vous vous souvenez que le point de savoir si les maires du printemps de 2020 avaient bien toute l'intégralité de leurs compétences ou pas avait été très débattu au regard des textes adoptés à l'époque. Eh ben oui, ils avaient bien toutes leurs compétences, toute leur verdeur, nous dit le TA de Clermont-Ferrand. Ah, une jurisprudence très atypique, TA de Nouvelle-Calédonie. Normalement, quand on va saisir un juge en référé liberté ou référé suspension, il faut justifier de l'urgence. Mais l'urgence va s'apprécier en fonction de plein de paramètres, y compris l'urgence qu'il y a à ne pas suspendre la décision attaquée. Eh bien, il peut y avoir urgence à ne pas suspendre l'éviction. Donc, l'urgence allait dans le sens de maintenir l'éviction d'un élu fauteur de troubles, dans un cas très particulier d'un président de Sénat coutumier en Nouvelle-Calédonie. La transposition de ceci en Corrèze ou dans le Bas-Rhin risque d'être un peu compliqué à faire, mais amusant. Majorité opposition dans les échanges d'informations. Dans le bulletin municipal, est-ce qu'on peut répondre à par une note de la rédaction à une tribune de l'opposition? Non. Alors, ça peut être une réponse par une tribune de la majorité, mais pas par une note de la rédaction. Une position de la CA de Douai qui n'est pas, à mon avis, totalement certaine. Hein. Et le droit pour l'opposition de critiquer une majorité est-il protégé par la Cour européenne des droits de l'homme et la Convention du même nom? La réponse est oui. Communication toujours. Est-ce qu'il y a urgence, finalement, en référé, quand le bulletin municipal est déjà publié, donc il n'y a plus d'urgence? Oui, mais c'est en ligne. Ah, réponse subtile du Conseil d'État 18 juillet 2023. Voire aussi une autre décision, séquenciation des données. L'opposition a voix au chapitre dans le bulletin municipal également en ligne, nous dit le Conseil d'État en avril 2022. Et la majorité peut en bénéficier aussi, je l'ai dit tout à l'heure, 14 avril 2022. Est-ce que des délibérations qui ont un objet commun peuvent donner lieu à un vote unique? Oui, si c'est un objet commun et qu'aucun conseil municipal en séance ne s'y est opposé, nous dit le Conseil d'État en 2021. Est-ce que les adjoints de quartier, vous savez qu'on peut les élire, alors, il y a des cas où il y a une majoration de conseillers, il y a des seuils, il y a 20 080 militants, etc. Est-ce que je peux les élire par un vote séparé des autres adjoints et avec du coup une parité à part? Réponse oui, nous dit le Conseil d'État. Est-ce que je peux être maire sans être candidat? Ah oui, on le savait, mais enfin on le savait depuis un arrêt de 1936. Depuis, on n'avait pas eu de vraie confirmation très claire. Eh ben, on a une confirmation maintenant très claire en 2021 sur ce point. Le nombre de sièges du conseil municipal se calcule bien hors population comptée à part. Conseil d'État 28 octobre 2021, mais enfin là pour le coup c'est plus que confirmatif. Ordre des adjoints, il y a eu pas mal de petites décisions, notamment voici un théâtre Toulouse, sur l'ordre des adjoints et le fait qu'on ne fait pas ce qu'on veut lorsqu'il s'agit de remplacer un élu démissionnaire ou décédé. Subtil et discuté. Est-ce qu'un courriel entre un maire et des élus est un document administratif communicable? Oui, dans certains cas, il y a une division qui est faite par le Conseil d'État, des correspondances où on émet des positions, des avis entre nous, entre élus locaux par exemple, non, mais pour des correspondances émises ou reçues dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, la réponse est oui. Et il est toujours
On a parlé des courriels, les notes de frais, la fameuse affaire Hidalgo. Et bien, plus récemment, les agendas des élus peuvent être dans certains cas communicables sous certaines conditions, notamment d'anonymisation de certaines informations, ce qui est un peu compliqué. Alors, c'est pas une jurisprudence, c'est une réponse mystérieuse, mais je voulais indiquer parce qu'elle est rigolote. Vous savez qu'il y a l'obligation d'avoir un référent déontologue des élus locaux. On va lui poser des questions, etc. Bon. Est-ce que ça peut servir à poser d'autres questions sur d'autres situations que la sienne? Est-ce que ça peut servir, en gros, pour servir à enquêter sur d'autres élus? Non, nous disent les services de l'État. Pas logique. Vous savez très bien qu'on a eu récemment des élections européennes, des élections législatives, et que à cette occasion-là, comme à chaque fois, s'est posé la question de savoir si un élu refuse, par exemple, de tenir un bureau de vote, etc., est-ce que je peux entraîner une procédure de démission d'office, où le maire va saisir le juge, c'est une procédure un peu particulière, ou pas? Tout dépend des cas, tout dépend des fonctions exercées, tout dépend aussi des excuses données. Je vous ai mis 2 jurisprudences relativement récentes, un théâtre Besançon de 2022 et un théâtre Versailles de 2024, qui sont assez intéressants, assez confirmatifs. Moins confirmatif parce que tout simplement assez nouvelle était la question de savoir si dans un règlement intérieur de conseil municipal, je peux interdire aux élus de porter une tenue vestimentaire manifestant l'appartenance à une religion. Le théâtre Grenoble dit non, je peux pas l'interdire. Cette position du théâtre Grenoble reste aujourd'hui assez discutée en fait. Dans un autre ordre d'idées, mais toujours dans l'idée de l'organisation interne au conseil municipal, est-ce que exclure un élu de réunion préparatoire ou même d'une boucle WhatsApp, est-ce que c'est porter atteinte à la liberté d'exercice du mandat de cet élu? Non, nous dit le juge. Attention, ça ne veut pas dire que ces décisions étaient insusceptibles de recours, ou c'était une mesure de l'intérieur, ou c'était attaquable. On ne sait pas. On était en référé liberté. Est-ce qu'il y avait une atteinte au principe d'égalité? On ne sait pas. C'est juste qu'on n'est pas dans un domaine où ça porte atteinte à une liberté fondamentale au sens du référé liberté. Donc ne surinterprétons pas cette décision du juge des référés du théâtre de Grenoble. Changeons de TA. Le théâtre Cergy-Pontoise a estimé qu'un recours était admissible contre une délibération approuvant le compte-rendu de la séance précédente du conseil municipal. Bien. En 2019. Alors, je vous ai mis du coup plein d'autres jurisprudences, n'hésitez pas à mettre sur pause, qui elles disent exactement l'inverse, sur toutes celles qui sont là. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3 qui vont dans le même sens que Cergy-Pontoise et toutes les autres qui refusent. Mais de toute manière, ceci est arrivé avant la réforme des mesures de publicité des actes et donc du compte-rendu de séance. Et donc il y a un régime aujourd'hui du PV de séance qui est beaucoup plus précis, signé par le maire et secrétaire de séance, et qui à ce titre, dans la nouvelle formule, a plus de chances d'être attaquable, comme l'avait prévu le théâtre Cergy-Pontoise. Beaucoup plus souple fut la position du Conseil d'État sur un autre sujet, c'est que si dans un texte je dis non mais cette délégation va être affichée, j'ai une présomption comme quoi c'est fait. Bel optimisme en termes d'organisation administrative. Délibération, vous savez comme moi que parfois je fais pas de note de synthèse, mais j'envoie le projet de délibération, mais celle-ci est tellement claire et expose tellement les positions possibles, etc., que ça peut valoir note de synthèse pour les communes qui y sont astreintes. Oui, mais cette confusion-là, elle ne se retrouve plus après dans le droit à communication de documents administratifs, bien évidemment, nous dit le Conseil d'État. Position assez originale du talion, on sait très bien que les conflits d'intérêts et les prises égales d'intérêts sont aujourd'hui très très facilement constitués et que la modification législative sur ce point en 2021 au pénal, par exemple, n'y a pas changé grand-chose. En revanche, il y a eu des précisions importantes dans la loi 3DS. Mais pour revenir à ce que nous dit ici le Théâtre de Lyon, eh bien, le Théâtre de Lyon estime que quelqu'un qui préside une séance, on va procéder à une élection, et c'est quelqu'un de sa famille qui est candidat pour cette élection, ça suffit pour que cette personne doive s'imposer un déport et ne pas participer à la séance. Alors là, pour le coup, Théâtre de Lyon, 23 mars 2023, intéressant à connaître, mais j'y crois pas un instant. Ça me paraît vraiment excessif au regard du droit de ce qu'est les prises et intérêts. Sur d'autres décisions, oui, mais quand il s'agit d'une élection, et donc de continuer dans l'exercice des fonctions électives, du mandat, difficile de voir un intérêt privé distinct, compliqué. Mais bon, intéressant de savoir que ça existe. Beaucoup plus stable est la décision de la Cour de cassation criminelle, puisque là, on ne peut pas monter au-dessus, qui fait des distinctions intéressantes sur, quand il faut ou pas, l'accord pour le droit à l'image des personnes filmées. Les élus, ils sont en train d'exercer leurs fonctions, donc il n'y a pas besoin de leur demander. Pendant la séance du conseil, les gens du public, si. Et pour les personnes administratives, on pourra en discuter, là le juge n'a pas tout dit.
Alors c'est deux questions, deux réponses mystères à la question écrite sur les commissions permanentes de conseils départementaux ou régionaux, si un siège est à pourvoir, mais comme c'est des questions qui se posent beaucoup, j'ai voulu comme vous mettre ces références-là parce qu'elles sont intéressantes. Et puis même pour les commissions permanentes, on va dans d'autres réponses mystérielles jusqu'à admettre le vote par groupe au sein des commissions permanentes, ce qui peut être discuté. Revenons aux questions de vote. Je suis en intercommunalité, un VP est élu, il démissionne dès son élection. Je vous rappelle qu'en intercommunalité, c'est un scrutin individuel, comme dans les communes de moins de 1000 habitants. Il démissionne dès son élection. Est-ce que je peux directement élire un nouveau VP pour le remplacer? Non, parce qu'il était VP. Donc s'il était VP, il faut attendre l'acceptation de cette démission par le préfet, ou sinon patienter un mois. Un peu rigide, mais bon, voilà, sa position assez logique en réalité du théâtre d'Orléans. Qui doit remplacer l'élu communautaire d'une commune de 1000 habitants et plus qui est déclaré inéligible? C'est le suivant de même sexe, nous dit le Conseil d'État. Oui, mais attention, il y a la loi Gatel ensuite, dans certaines hypothèses. Et intercommunalité toujours, mais cette fois ici syndicat, CIVU, CIVOM, syndicat mixte fermé. On peut avoir des délégués suppléants. Ouais. Est-ce qu'ils sont éligibles à la CAO ou à une commission d'ouverture des plis en DSP? Oui, nous dit le Conseil d'État. Il y a eu plusieurs décisions intéressantes du théâtre de Montpellier et de Bastia, je vous les mets ici à l'écran. En Corse, le théâtre Bastia a refusé qu'on puisse alternativement utiliser le français ou la langue corse. Et dans le cas de la langue catalane, ce qui avait été prévu par les élus était un peu plus subtil, c'était pas une utilisation identifiée, c'est que si on se parle en catalan, il fallait qu'il y ait un sous-titrage, une traduction. Même ça passe pas. On peut prévoir, attention, on peut prévoir une traduction, même simultanée ou après coup, dans la langue de cette zone-là, mais pas les rendre alternatives, ça encore, c'est indiscutable. Le système censuré par le théâtre de Montpellier était plus défendable en droit, en tout cas. Puisqu'on parle de langue régionale, il y a évidemment le créole. Et là, la collectivité territoriale de Martinique, la CTM, avait été assez habile. Ils avaient fait une délibération avec une sorte de premier article disant que la langue créole, c'est la langue officielle de la République, etc., et deux, trois trucs du même genre. Et article 2, mais ça, c'est pas pour dire qu'on le fait, c'est pour dire qu'on demande un droit de dérogation ensuite. Le théâtre de la Martinique a estimé que c'était inattaquable en droit, puisque ce n'était que pour porter une normative, ce n'était que pour demander. Il y avait des éléments sur ce point dans le théâtre Bastia, qui ressemblaient à ça, sur certains aspects où il y avait une référence au peuple corse, mais c'est pas, a priori c'est pas constitutionnel, mais en l'état de notre constitution aujourd'hui, mais c'était des pour de portée normative, le théâtre Bastia avait laissé passer le truc. Le théâtre de Martinique a fait la même chose, mais la CA de Bordeaux a censuré cette position du théâtre de la Martinique. Position très stricte du théâtre de Lyon, qui a dit que non, on peut pas adopter un budget annexe à une autre séance que le budget principal. Si c'est un budget annexe, SPIC à l'équilibre, ça se discute beaucoup quand même, mais bon. Ok. Le théâtre de Nantes a été assez souple, ça a beaucoup surpris de gens, la formulation qu'il a retenue en 2020 sur la notion d'avantage en nature, alors qu'il n'y a pas d'indemnité ni d'avantage, même en nature, pour les élus en dehors d'une loi ou d'un texte le prévoyant, ça c'est une jurisprudence plus que constante. Mais bon, intéressant de savoir qu'on a ça. Voilà. Bon. Ça fait un gros passage en revue, c'est un peu indigeste, mais j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, moi, ces trucs-là m'amusent beaucoup. À bientôt pour d'autres vidéos de Cabinet Landau Associés. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.